Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui, je vais poursuivre la mini-série. Dans un premier temps, on va regarder le système juridique et toute la question du droit, de la mise en application du droit au Québec, donc un tableau général. Premièrement, j'aimerais citer le juge Pigeon de la Cour suprême du Canada qui a écrit que le droit est l'expression de la politique dans ce qu'elle a de plus stable. La loi est la règle de droit voulue par l'État sous la sanction de la contrainte. Donc, la contrainte. La contrainte distingue la loi, en fait, de la morale ou de la bienséance ou de la politesse, si vous voulez. La contrainte est directe lorsqu'il s'agit d'une interdiction ou d'une menace, de perdre son permis ou de perdre un privilège en prévision d'une pénalité. La contrainte, par contre, peut être indirecte par le fait d'un jugement. Donc, la condamnation d'un tribunal à faire ou à ne pas faire quelque chose existe également dans le but de forcer une personne à se conformer. C'est par exemple le cas des dossiers qui nous intéressent en protection de la jeunesse. Bref, la loi s'applique partout. La loi est perpétuelle, c'est-à-dire que le temps qu'elle n'est pas abrogée, qu'elle n'est pas remplacée ou modifiée, elle continue de s'appliquer. Premièrement, penchons-nous sur la loi constitutionnelle de 1867, donc anciennement nommée l'Acte d'Amérique du Nord britannique. Donc, la Constitution canadienne établit les principes de la fédération et les institutions, le fonctionnement, et notamment le partage des pouvoirs entre le fédéral et le provincial dans les fameux articles 91 et suivants. Donc, les pouvoirs qui sont concurrents parfois entre le fédéral et le provincial en ressources naturelles, éducation, immigration et agriculture, par exemple. De plus, l'article 94 présente le pouvoir fédéral de dépenser, et on l'a vu, le fédéral peut dépenser beaucoup. Et il peut aussi intervenir dans les champs de compétences provinciaux. Mais, dans l'article 94, on fait exclusion du Québec, apparemment pour une raison de sa spécificité en matière de droit civil. La loi constitutionnelle a été modifiée le 4 novembre 1981 et au Québec, on connaît ça sur le nom de la nuit des longs couteaux, au moment où le père de Justin Trudeau, notre premier ministre, c'est-à-dire M. Pierre Elliott Trudeau, qui était premier ministre à ce moment-là, a fait ratifier son projet de loi constitutionnelle par les 9 premiers ministres provinciaux, alors que René Lévesque, à ce moment-là, dormait dans sa chambre d'hôtel à Hull. Dans le Canada anglais, ce qui est intéressant, on appelle ça the Kitchen Accord, donc l'accord de cuisine. La bonne nouvelle, c'est que depuis 1982, il y a une charte des droits dans la Constitution canadienne. Et cette charte-là peut être modifiée sans demander permission au Parlement anglais. Deuxième chose, un point sur nos droits fondamentaux en tant que citoyens. Donc, on a une charte canadienne de droits et libertés, puis on a aussi la charte québécoise depuis 1985. En principe, il serait possible d'invoquer les deux chartes. Toutefois, les champs d'application des chartes sont différents. Donc, la charte canadienne s'applique aux relations entre le citoyen et l'État, incluant le gouvernement provincial, mais ne s'applique pas aux relations entre les citoyens. La charte québécoise, elle, s'applique d'abord aux relations entre l'État québécois et les citoyens, mais ne s'applique pas dans le domaine fédéral. Ensuite, la charte québécoise, contrairement à la charte canadienne, s'applique dans les relations entre les citoyens. Mais, particularité, elle ne peut pas toucher la question autochtone puisqu'il s'agit d'une compétence fédérale. Les divisions du droit.
Donc, la division la plus importante, c'est la distinction entre ce qui est le droit public versus ce qui est le droit privé. Donc, le droit public réglemente les relations de l'État avec les citoyens. Et les principales branches du droit public, on va parler dans certains cas du droit international qui réglemente les relations entre les États, des États entre eux. Le droit constitutionnel réglemente, dans le fond, l'organisation des États. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le droit administratif qui réglemente les relations de l'État avec les individus. Le droit pénal réglemente les relations de l'État avec les individus, mais sous l'angle de la protection de la société. Le droit fiscal réglemente les relations aussi de l'État avec les individus, mais sous l'angle des revenus de l'État. L'autre grande division du droit, qui est le droit privé, réglemente les rapports des citoyens entre eux. On peut y voir les branches du droit international privé entre les individus relevant de différentes nationalités. On parlera du droit des affaires dans les relations individu-individu, mais sous l'angle des associations et des entreprises. Ensuite, on a le noyau central du droit civil, qui est la partie du droit privé qui réglemente les relations individu-individu, sans égard aux questions d'affaires et aux entreprises, mais sur la personne et la famille, par exemple. Donc, au Québec, c'est principalement, dans notre cas, le Code civil qui réglemente le droit privé, en ce qui concerne les personnes, les biens et les obligations des personnes. Le système juridique réfère au droit civil au Québec, alors que pour les provinces anglophones, c'est la loi anglaise qui s'applique, le common law. Donc, le droit commun de la province de Québec doit être constitué du Code civil et du Code de procédure civile. Donc, dans un contexte fédéral, par exemple, au Québec, en droit privé, en principe, c'est le Code civil qui s'applique, même si une loi fédérale peut, dans le fond, entrer en conflit avec une loi provinciale. Enfin, sur la question du droit, de la division du droit, on peut parler aussi de domaine mixte parce que on ne peut pas toujours délimiter clairement ce qui est une question de droit public ou de droit privé. Donc, l'État intervenant dans beaucoup de domaines, le droit devient en quelque sorte hybride. Quatrièmement, la seconde distinction d'importance qu'il faudra faire, c'est entre le droit civil et le droit dit pénal. Autrement dit, le droit civil nous dit comment faire les choses qu'on a le droit de faire, alors que le droit pénal nous interdit de faire certaines choses. Donc, le terme pénal réfère tout simplement à la notion de punir plutôt qu'à réglementer. Puisque le droit civil et la common law font également autorité au Canada, le droit québécois s'en trouve un droit extrêmement compliqué, un des plus complexes au monde. Notre code civil est basé sur le droit romano-germanique, alors que le common law, c'est le droit jurisprudentiel qui découle des pays du Commonwealth. Cette complexité-là, on va faire un petit peu d'histoire, découle de la conquête britannique de 1760. Donc, suite à la capitulation de la Nouvelle-France, le droit civil français a continué de régir les liens entre les individus, mais c'était la loi martiale à ce moment-là qui était appliquée en matière criminelle. 3 ans plus tard, en 1763, il y a eu le traité de Paris. Donc, la Nouvelle-France est devenue le Bas-Canada, autrement dit, c'est le Québec d'aujourd'hui. Et selon la proclamation royale, c'est maintenant le droit anglais qui s'applique partout dans toutes les sphères. Toutefois, donc une quinzaine d'années plus tard, ou une dizaine d'années plus tard, sous l'influence du gouverneur Carleton,
qui visait principalement la question des terres, des terrains et des droits associés aux terrains. Donc, a fait pression sur l'Angleterre et à ce moment-là, on a signé l'Acte de Québec qui reconnaît la langue française, la religion catholique et le droit français pour régler les affaires civiles. Et bien plus, dans le fond, à ce moment-là, on a mis en place la question d'un serment au roi, de manière à ce que les catholiques puissent devenir des conseillers législatifs, autrement dit des députés, et aussi des juges. Malgré tout ça, le droit anglais continue de s'appliquer en matière criminelle. Donc, c'est en quelque sorte notre première constitution québécoise qui a été mise en place par le Parlement londonien. Le droit pénal. Donc, le volet du droit pénal vise à punir les mauvais comportements, comme on l'a dit, qui sont principalement définis dans le Code criminel, qui, lui, est de compétence fédérale uniquement. Donc, en droit pénal, on distingue des infractions contre les personnes, contre les biens et contre la société. Donc, la nuance réside tout simplement dans la question de la gravité. Donc, les actes graves font partie du criminel, alors que les infractions qu'on va dire mineures sont des infractions qu'on va appeler statuaires ou pénales. Bref, les infractions mineures sont créées par les parlements, Parlement d'Ottawa et l'Assemblée nationale avec de multiples lois ordinaires. Par exemple, nos fameux tickets qu'on pogne sur la route font partie des infractions pénales, c'est-à-dire qui conduisent à une amende. En somme, seul le fédéral peut créer un crime, mais les deux paliers, provincial et fédéral, peuvent créer les infractions, toujours dans le domaine pénal. Donc, un concept fondamental qui est à noter en ce qui concerne le droit criminel, comme tout le monde le sait, c'est que le crime doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Donc, en version stricte, on parle de la mens rea et de l'actus reus qui sont nécessaires pour faire cette preuve. La mens rea est en quelque sorte, si vous voulez, l'élément moral du crime. Alors, il est nécessaire de démontrer l'existence réelle d'un état d'esprit qui est fautif, qui a accompagné l'acte, c'est-à-dire que l'accusé avait une intention où il y avait des connaissances de ce qui allait découler de son acte ou encore une insouciance grave. Le concept actus reus, pour sa part, suffit aux infractions pénales qu'on appelle des fois infractions strictes ou infractions statuaires ou encore infractions réglementaires. Donc, le juge ne se préoccupera pas de l'intention de la mens rea, si vous voulez. Si l'individu a commis l'acte interdit, c'est suffisant, à preuve du contraire. Donc, j'attire votre attention sur une distinction particulière dans la coexistence du droit civil et du droit pénal. Les deux ne s'influencent pas, c'est-à-dire que l'un peut ignorer l'autre. Par exemple, une personne met le feu volontairement à votre maison. Il s'agit bien entendu d'un acte criminel puisqu'il y avait l'intention, il y avait la volonté de le faire et c'est interdit. Il a aussi causé des dommages sur le plan civil. Donc là, on peut se retrouver avec 4 résultats différents. C'est-à-dire qu'au criminel, l'auteur peut être condamné ou acquitté, et au civil, l'auteur est tenu responsable ou dégagé de la responsabilité. Toutefois, dans les causes civiles, la partie acquittée d'une accusation criminelle ou d'une plainte policière qui n'a pas eu de suite soulève néanmoins la possibilité de la présomption qui, selon le Code civil, est à la discrétion du juge de première instance. Je vais y revenir un peu plus loin. Par exemple, une allégation de violence familiale n'ayant eu aucune suite en criminel peut avoir des fâcheuses suites dans un procès
civil en divorce, en séparation ou en protection de la jeunesse. Puisque le juge dispose de ce pouvoir discrétionnaire de présumer de l'existence du risque, même si les faits allégués par la partie adverse sont inconnus et ne sont pas prouvés. Regardons un peu le droit civil. Donc, on va éplucher rapidement le Code civil, qui est la pièce maîtresse, si vous voulez, de la loi commune des Québécois. Le premier livre traite de tout ce qui vous concerne de près en tant qu'être humain et de vos droits fondamentaux qui sont complétés par les chartes et les autres lois. Les articles les plus importants sur l'intégrité de la personne et sur sa vie privée, de la naissance jusqu'au décès, se trouvent dans ce premier livre du Code civil. Après avoir traité de la personne en tant qu'individu, le deuxième livre du Code civil étudie les relations entre les personnes. Donc d'abord les relations entre deux adultes qui soient mariés ou non, et les droits des enfants procréés naturellement ou artificiellement. Et on y trouve aussi les règles sur la question du patrimoine familial dans les divorces et du régime matrimonial, les devoirs de garde, de surveillance, l'éducation, l'adoption, l'émancipation du mineur, et ainsi de suite. Le troisième livre traite des droits après la mort, après le décès. Bref, les conséquences de la succession pour ceux qui restent, les devoirs et leurs obligations, et le partage des biens selon les volontés du décédé. Le quatrième livre est charnière, réglemente la question des biens, des choses qui, soit dit en passant, peuvent vous appartenir complètement ou seulement en partie. Donc, c'est le domaine des chicanes par excellence. Le livre 5 réglemente les obligations en général et la fameuse question des contrats. Donc, l'obligation naît soit du contrat ou d'une loi qui entraîne une obligation. En bref, selon le fameux article 1457, si vous êtes une personne dotée de raison, vous avez la responsabilité civile des torts que vous pourriez causer à autrui, et vous êtes tenu de réparer le dommage, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Quant à l'autre source d'obligation qui sont les contrats, il y en a toute une panoplie. En partant du contrat de gré à gré, on peut penser au bail, au contrat de vente, de louage, le mandat, la donation, etc., etc. Mais il faut rester conscient qu'un contrat peut se résumer à tout accord fondé sur le consentement, et cela peut partir à partir d'un simple entente verbale. Au chapitre du livre 5 des obligations des personnes et des contrats, la règle d'or, c'est le triangle parfait entre la faute, le dommage et la question de l'indemnisation du dommage, donc qui découle dans le fond de l'article 1457 finalement. Le livre 6e réfère au concept voulant que tout ce qui vous appartient sert de garantie aux autres personnes et sur les hypothèques que peuvent prendre vos créanciers sur vos biens. C'est-à-dire que vos biens, en tant que débiteurs, peuvent être affectés à l'exécution de vos obligations et constituent le gage commun de vos créanciers, sous certaines priorités entre eux. Bien entendu, on peut penser que l'État, comme le ministère du Revenu, par exemple, ont une place privilégiée dans la liste de ces priorités. Ensuite, le 7e livre nous éclaire sur la question obscure qui entoure la question de la preuve et des moyens de justice. Donc, vous voulez faire valoir votre droit, alors vous devrez prouver les faits qui soutiennent votre prétention, mais par le bon forum. La preuve peut être établie par écrit, par témoignage, par aveu,
par la présentation d'éléments matériels, de preuves matérielles, des dossiers ou peu importe. Même les enregistrements sont bienvenus maintenant s'ils sont complets. De la manière indiquée par le code de procédure. Alors, c'est ici qu'on cherche le bon véhicule pour présenter la preuve, ce qui n'est pas toujours clair et qui est souvent sujet à beaucoup de contestations de la part des parties adverses. Le 8e livre aborde la question du temps, c'est-à-dire de la prescription et des délais qui concernent notamment les acquisitions ou le droit de poursuivre. Par exemple, si on pense au projet de loi 55 de la ministre Lebel qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, c'est la dernière chose qui a été faite par le gouvernement caquiste en fait. Donc, le projet de loi 55 rend imprescriptible la question des crimes sexuels et des violences conjugales. Parce que, il y a eu différentes versions à travers le temps. Donc, les dernières prescriptions, je pense, remontaient à une question de 30 ans. On pouvait poursuivre quelqu'un 30 ans plus tard. Mais le projet de loi 55 fait en sorte qu'aujourd'hui, il est imprescriptible. Donc, il n'y a plus de question de temps. N'importe quelle personne peut poursuivre une autre personne pour violence conjugale, même si ça fait 50 ans. 60 ans, grand-maman peut poursuivre grand-papa et grand-papa peut poursuivre grand-maman maintenant. Toutefois, il s'agit de dossiers qui n'ont pas reçu de poursuite antérieure. Parce qu'il faut comprendre que si on revient à la question des chartes, on ne peut pas être poursuivi 2 fois pour la même affaire. Quand il y a eu une poursuite déjà, si la poursuite n'a pas eu de suite, on peut dire qu'il y a chose jugée. Le livre 9 qui réglemente la publicité des droits et le 10e qui traite du droit international privé. Donc, là, on a fait le tour du Code civil. Maintenant, j'aimerais ajouter une dernière précision sur ce que j'ai abordé tout à l'heure sur le Code civil, c'est-à-dire que le livre 7 aux articles 28, 46 et suivants, le législateur a établi la discutable question de la présomption. Donc, notamment sur la présomption simple, qui est une conséquence de la loi où le juge de première instance peut tirer un fait inconnu. Donc, il peut présumer d'un fait inconnu à partir d'un ou plusieurs faits connus qui lui apparaissent pertinents. Donc, à partir d'un ensemble de faits qui sont discutés au travers de l'audience, le juge peut soutirer de tout ça un fait inconnu qui n'existe pas, qui n'est pas prouvé, mais la présomption devient une preuve en droit civil. Donc, on appelle ça le pouvoir discrétionnaire d'inférence du juge. Donc, le juge peut inférer sur des faits un nouveau fait. La présomption qui concerne des faits présumés est simple. Donc, ça veut dire qu'elle peut être repoussée, elle peut être contestée. Alors que la présomption, si elle découle de faits qu'on dit réputés, elle est absolue. Ceci étant dit sur le Code civil, on va regarder maintenant quelles sont les sources de la loi. Puisqu'il n'y a rien au-dessus de la loi, les lois en elles-mêmes sont sources de loi, les multiples lois. Qui fait la loi? Donc, la loi est l'œuvre du Parlement et de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle dans le langage le législateur, qui est en fait la réunion des 125 parlementaires à l'Assemblée nationale, par exemple, qui vont voter sur les projets de loi. On va y revenir plus tard. D'où vient la loi? En fait, la loi vient d'un besoin ou d'une situation d'intérêt public. Mais une multiplicité de sources sont possibles. Le programme politique d'un parti qui a pris le pouvoir, les promesses qu'il a faites pendant sa campagne électorale peuvent être une source de futures lois. D'une intention du gouvernement et aussi d'une demande d'un groupe de pression, ce qu'on appelle le lobbying. Donc, il y a du monde,
il y a des compagnies qui engagent des avocats lobbyistes à temps plein pour rencontrer les députés, faire de la pression. Maintenant, depuis quelques années, il faut s'inscrire au commissaire au lobbying. Donc, on s'inscrit là. Après ça, on peut demander qu'est-ce qu'on veut. Les questions sont dévoilées. On peut aller lire. Qu'est-ce qui est demandé? Quelles sont les intentions des lobbyistes? Bon, c'est pas toujours une mauvaise chose parce qu'il y a des gens qui ont des choses intéressantes à proposer au gouvernement. D'ailleurs, ce qui est notre cas quand on va en commission Laurent, par exemple. Le rapport d'une commission d'enquête, comme par exemple, suite au rapport Laurent, on va probablement émettre un projet de loi d'un problème structurel ou récurrent dans la société, d'un incident ou d'un accident ponctuel qui nécessite une correction urgente. Donc, pour revenir à d'où vient la loi, donc la rédaction des lois est rédigée par des légistes et des juristes qui sont souvent des fonctionnaires qui travaillent à la solde du gouvernement ou des contractuels ou des tables de concertation, des groupes de travail qui sont engagés par les ministères. D'une manière générale, ce sont les ministres qui déposent un projet de loi public du gouvernement. Mais tout député peut déposer un projet de loi public à condition que ce projet de loi-là n'ait pas d'incidence financière. Mais d'une manière générale, les députés vont plutôt aller vers des projets de loi privés ou des petits projets de loi publics, alors que les gros projets de loi, c'est généralement les ministres impliqués dans leur ministère qui les déposent. Dans le cas de notre protection de la jeunesse, donc il y a eu des consultations publiques et il y aura un dépôt du rapport de la commission Laurent. Ensuite, on peut présumer un projet de loi qui va venir modifier la LPJ, la loi sur la protection de la jeunesse. Et à l'étape suivante, qui est une étape facultative dans la démarche législative, mais ça va probablement être le cas, il devrait y avoir des consultations en commission pour permettre aux députés, à certaines personnes et organismes concernés de faire connaître leur opinion sur le projet de loi qui va modifier la loi sur la protection de la jeunesse. Ensuite, on entre dans le débat parlementaire qui est amorcé par une adoption de principe. C'est-à-dire que le projet, suite à un vote, va être étudié article par article en commission parlementaire où siègent des représentants, des porte-paroles en matière de la jeunesse ou qui sont choisis par le parti, les partis d'opposition pour les représenter. Et à ce moment-là, donc, là, on peut proposer des amendements au projet de loi et on discute article par article, on change les virgules de place, etc., etc. Ensuite de ça, il y a un autre rapport qui est déposé et là, il y a un vote d'adoption qui est exigé dans le but d'adopter le projet de loi qui est finalement sanctionné par le lieutenant-gouverneur. Donc, les sites gouvernementaux du Canada mettent en ligne plus de 6000 lois à caractère public. Deuxième chose, le règlement, qui est un peu différent. C'est la deuxième source dans la hiérarchie de la loi. Donc, on peut définir le règlement comme une loi, puisqu'il est conçu avec les mêmes caractéristiques, mais les règlements ne sont pas des lois élaborées et votées par l'Assemblée nationale. Ce sont si vous voulez, des lois qui sont faites par le gouvernement, donc par un ministère. Ils ne sont pas votés, contrairement aux lois. Les règlements sont pris par décret ministériel et leur constitutionnalité peut être contestée, en tout cas les lois également, mais je veux dire, c'est difficile de contester des articles de loi alors que des articles de règlement, on peut saisir le tribunal pour les contester. Le décret constitue une décision du Conseil des ministres.
Par exemple, le Conseil du Trésor est un comité restreint du Conseil des ministres qui a le pouvoir d'adopter des règlements en matière budgétaire et de fonction publique. Les règlements sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et d'une manière générale, à partir du moment qu'ils sont publiés dans la Gazette, les gens ont 45 jours, ont un délai pour proposer des amendements ou pour contester certaines choses. Ensuite, le règlement est déposé devant l'Assemblée nationale par le ministre concerné. Par exemple, à un moment donné, j'avais demandé un amendement dans la loi sur la qualité de l'environnement, mais pour dans le domaine des hydrocarbures, sur la loi qui décidait quel type de projet. Donc, on a demandé un amendement à la ministre. Un seul ministre peut être titulaire du pouvoir réglementaire. On emploiera alors l'expression d'arrêté ministériel contrairement à décret ministériel, puisque l'arrêté est rendu par un seul ministre. Et c'est le cas de ce qu'on a vu dans la COVID-19. Par exemple, l'arrêté ministériel 2020-06 qui donnait le pouvoir discrétionnaire au DPJ de décider si les droits d'accès des parents étaient poursuivis ou suspendus. C'est cet arrêté que j'ai contesté en envoyant une mise en demeure au ministre, M. Lionel Carman. Et finalement, cet arrêté-là a été transformé par un nouvel arrêté qui est plus souple. Chose importante à ne pas oublier, c'est l'esprit de la loi. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui répartit le domaine spécifique de la loi et du règlement, l'un par rapport à l'autre. Mais sur le plan administratif, il est admis que les lois ont un caractère plus général. Sur le plan juridique, l'interprétation est obligatoire et non facultative. Il est impensable qu'un texte ne veuille rien dire. D'autre part, le législateur n'est pas censé parler pour rien, bien entendu, et il y a présomption de sens. Donc, un juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. Le juge est tenu d'interpréter la loi. Normalement, c'est le premier degré qui est le degré minimal de la plupart du temps, et le juge peut s'en tenir à ça. Mais lorsque le texte est obscur, et ça arrive, qui est ambigu ou insuffisant, il faudra clarifier, trancher. Et c'est là que ça rentre dans les pouvoirs discrétionnaires du juge, à ce moment-là. Parce qu'il y a toujours des cas particuliers que la loi n'a pas prévu, et il y a des lois aussi qui sont passées rapidement par le bâillon et que les commissions parlementaires, avec les amendements, ça devient flou. Des fois aussi, c'est possible. Donc, il n'y a aucun texte constitutionnel qui autorise le juge à créer le droit. Mais rappelons-nous que différents systèmes juridiques confient au juge un rôle variable selon chaque système. Donc, le juge, il est tenu, dans le fond, de référer à l'esprit qui sous-tend la loi. C'est-à-dire qu'à la limite, il pourrait être nécessaire qu'il consulte les notes de la ministre sur la loi et, s'il le faudrait, aller jusqu'à étudier les commissions parlementaires qui sont toutes disponibles sur le site de l'Assemblée nationale, dans le but de bien comprendre l'esprit de la loi au moment où les députés, tout le monde qui était en commission parlementaire, les experts, etc., c'était quoi l'intention qui est derrière l'article de la loi? Okay? Qu'est-ce qu'on voulait exactement? Pourquoi cet article de loi-là a été rédigé de telle et telle manière avec tel mot? Donc, j'insiste sur l'esprit de la loi, puisque dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire la protection de la jeunesse, cette loi-là est fondamentalement une loi d'exception. Et c'est une question que j'ai fortement décriée devant la commission Laurent.
C'est-à-dire que, selon mon opinion, on a perdu de vue c'était quoi le rôle fondamental du DPJ, c'était quoi l'esprit qui est derrière cette loi-là. L'esprit derrière la loi veut que on s'attarde à sauver des enfants qui sont en danger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain? On peut se poser la question. Est-ce qu'on agit toujours pour des raisons graves? C'est ça l'esprit de la loi, parce que c'est une loi d'exception. Donc, les intervenants et l'État ne peuvent pas intervenir dans les familles pour n'importe quoi. Théoriquement, légalement, l'esprit, il faut qu'il intervienne uniquement pour des raisons graves. Or, on a une quantité de témoignages qui démontrent que ce n'est vraiment pas toujours le cas. Donc, on va conclure maintenant cette section avec les 3 grands pouvoirs de l'État. Je vous remercie beaucoup d'avoir été patient et j'espère que vous avez appris certaines petites choses. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir. Merci.